Alors, on va retourner en arrière dans l'histoire. Quand j'ai commencé à travailler ce papier, je me suis rendu compte, la première observation que j'ai faite, c'est qu'il y a des études fragmentaires qui existent sur le sujet. Il y a aussi des témoignages personnels, mais il n'y a pas vraiment de panorama ou d'historique du développement des études LGBT au Québec, qui serait un peu sérieux, un peu solide. Généralement, les écrits qui s'intéressent au développement des études LGBT vont distinguer trois phases. C'est une périodisation assez classique. On parle du Québec d'ailleurs. On va distinguer une période pionnière, qui est une période qui généralement se caractérise par des initiatives individuelles ou collectives, mais des initiatives qui sont novatrices, mais qui demeurent sans suite ou sans impact sur le monde académique. On va ensuite distinguer une période d'émergence. Ici, ce serait surtout les années 1970 et 80. Donc, je vous ramène au siècle dernier. La plupart d'entre vous n'étiez pas nés. OK. Et ensuite, une étape d'émergence où les nouveaux savoirs vont commencer à côtoyer les anciens, euh, à faire l'objet d'échanges, de publications, à circuler, à être transmis à l'université à travers des enseignements. Autrement dit, progressivement, ils vont être repris et diffusés et déplacer progressivement les anciens savoirs. Enfin, une étape d'institutionnalisation. Cette étape-là, ce serait ici les années dépendant du secteur anglophone, francophone, de la décennie 1990 ou 2000 ou 2000-2010. Enfin, l'étape de l'institutionnalisation dans laquelle le champ d'études se structure, prend place de manière permanente dans les institutions universitaires et obtient une reconnaissance de la part des organismes qui contribuent et financent la production et la diffusion des savoirs ou qui s'approprient ces savoirs pour leur fin propre, qu'il s'agisse du gouvernement ou d'organismes communautaires. Voilà. Alors, pour établir des jalons comme tels, il faudrait d'abord définir un peu ce qu'on entend par études LGBT. Il y a deux voies. Il y a une voie plus difficile, qui est de se poser la question en termes épistémologiques. Ce sont les approches théoriques-orales. Puis il y a une voie qui est plus celle que j'ai choisie, c'est-à-dire des pratiques scientifiques, des pratiques donc d'enseignement, de recherche, de réseautage ou d'échange, c'est-à-dire des colloques comme ici, des publications. Et si on arrivait avec une définition rigoureuse de ces dimensions, on pourrait pour chacune aller trouver des indicateurs puis trouver, identifier des jalons à partir de ça. Comme il n'y a pas les données empiriques, puis je suis retraitée, puis j'ai plus d'assistant pour faire des collectes de données, ben, on n'a pas pu. On va y aller de manière beaucoup moins systématique. L'autre difficulté, c'est que il y a des décalages extrêmement importants selon la langue d'enseignement. C'est vraiment le principal clivage. La langue d'enseignement, la langue dans laquelle sont produits les savoirs. Il y a des clivages importants aussi selon les domaines ou disciplines d'études. Il y a tout le domaine des études VIH-Sida, dont on pourrait faire une périodisation en soi. Il y a les domaines, même à l'intérieur des sciences humaines, des disciplines académiques universitaires. Il y a, disons, en gros, trois regroupements qu'on peut faire. Un qui est comme culture-communication, un autre qui est comme la littérature, art, cinéma, etc. Puis un autre qui est plus sciences sociales, sciences humaines, psychologie, qui vont se développer à des rythmes différents. Ensuite, selon les minorités incluses dans l'acronyme, bien évidemment, lesbienne, gay, on pourrait dire gay, lesbienne, le bisexuel, trans, queer, intersexe. Donc, ça supposerait aussi des périodisations différentes. Là, c'est plus complexe que ça en a l'air au premier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retenu des jalons. L'idée de jalon est définie non pas comme des étapes, moins comme des étapes que comme des événements, des moments forts, révélateurs ou cristallisateurs, de nouvelles manières de problématiser, de penser, de produire des connaissances, de porter la voix des individus, des communautés minorisées en raison de leur sexualité ou de leur genre. Il y a aussi mes propres biais. Donc, moi, je suis une femme blanche, francophone, sociologue, issue de la génération militante féministe lesbienne des années 70 et montréalaise d'adoption. Donc, c'est sûr que tout ça fait en sorte que il y a des domaines que je vais mentionner, mais que je ne suivrai pas comme VIH. Aussi, je vais me concentrer plus sur les phases pionnières et émergence.
Donc, à ce moment-là, les recherches trans et intersexes, du côté francophone, ça n'existait à peu près pas. Mais j'ai tenu à mentionner Viviane Namasté, qui enseigne à Concordia depuis le début des années 2000, qui avait publié Invisible Lies, qui était vraiment un ouvrage qui m'a fait connaître là, en 2000, et ensuite l'histoire des artistes transsexuels à Montréal, 55-85 en 2005. Sur l'intersexualité, ben, il y a Johnny Bastien. En fait, dès 2000, Morgan Holmes va faire une thèse à Concordia. Elle va travailler du côté ontarien. Du côté québécois, c'est Rémi Bastien qui va obtenir un poste en autour de 2010 et qui, à partir de ce moment-là, va commencer à travailler. Bon, pionnier, il y en a un incontestablement pionnier, quelle que soit la périodisation qu'on prendrait, Maurice Lesnov, qui a fait sa maîtrise à McGill avec William Wesley en 54, qui a déposé son mémoire de maîtrise sur la communauté des hommes gays à Montréal. Extrêmement intéressant à lire et relire. Euh, et il y a eu deux. En fait, ça a innové beaucoup d'abord parce qu'il s'intéressait à la communauté et non pas à des homosexuels et non pas en présumant qu'ils étaient avec une sexualité déviante a priori. Donc, il ne s'intéressait pas à des individus déviants sexuellement, mais à une communauté. Il a utilisé une méthode ethnographique et une perspective théorique annonciatrice de l'interactionnisme symbolique. À très court terme, même s'il a publié en 56 dans Social Problems, le travail de Lesnov n'a pas eu d'écho ni d'effet structurant. En fait, Ross Higgins, ça a été publié comme une communauté homosexuelle dans une grande ville. Ross Higgins a décodé que c'était Montréal, la grande ville, et il s'est retracé Lesnov et il l'a retrouvé dans le coin de San Francisco. Lesnov, après un séjour à Chicago, est allé enseigner le français. Il a toujours vécu dans ce coin-là. Il promène des CD. Je pense à des photos, une photo de lui. Alors, c'est plus quelques années plus tard, dans les années 60, que les deux articles qui sont là, et surtout le premier, vont être repris dans la revue Social Problems et vont être repris souvent. Parce que là, on va commencer à trouver des recueils aux États-Unis, principalement, en sociologie de la déviance, incluant la déviance sexuelle. Donc, qui aborde l'homosexualité comme une construction sociale, ce qui était très nouveau, là. Et on applique aussi les théories de l'étiquetage et de la stigmatisation sociale, qui est étudiée en sociologie de la déviance. Et donc, on voit ces phénomènes-là comme des phénomènes qui renforcent la constitution d'une identité délinquante. Et là, on enlève le délinquant, d'une identité qui sera revue comme positive. Ces courants s'inspirent de l'interactionnisme symbolique et de la phénoménologie. On pense aux travaux plus connus et encore souvent cités de Goffman sur stigma et the management of a spoiled identity, avec quelques exemples homosexuels, ou encore à l'analyse ethnométhodologique du cas d'Agnès, une transsexuelle par Harold Garfield en 1967. Si on est veulent aller voir un peu cette littérature-là, on a un des premiers numéros de la revue Genre, Sexualité et Société. En fait, c'est un numéro hors série qui avait repris un certain nombre de textes sur l'homosexualité comme construction sociale. Et on voit l'article de Lesnov, un autre de Rice, enfin, Gagnon et Simon, Mary McIntosh sur le rôle homosexuel, et des articles sur la relecture qu'en font des pionniers, Gay Rubin, Jeffrey Weeks, Kenneth Plummer. Donc, la relecture qu'ils font de ces textes-là. Et c'est en français. C'est pour ça que j'ai signalé ça. Là, on voit l'accent sur le bout du francophone. Bon, outre Lesnov, c'est impossible d'identifier exactement des jalons pour la période pionnière d'avant 1989. La principale raison, c'est que les études gays et lesbiennes ne sont pas vues à l'université bien en dehors de l'Église. Principalement dans le bouillonnement du militantisme des années 70-80. À ce moment-là, des gays et des lesbiennes prennent la parole, critiquent les discours scientifiques qui réduisent les gays et lesbiennes à être des êtres malades, anormaux et pervers. Ils contestent les savoirs centrés sur la recherche des causes, l'étiologie, des symptômes. Ça, c'était beaucoup de littérature. Est-ce que c'est un vrai homosexuel? Est-ce que c'est une vraie lesbienne? Est-ce que c'est un homosexuel d'occasion? Est-ce que c'est une vraie invertie ou une femme malheureuse qui s'est laissée séduire? Beaucoup de littérature scientifique là-dessus. On cherche des traitements. Si aucune guérison n'est possible, on préconise l'autorépression à travers le mariage. Évidemment, de tels savoirs légitiment la répression envers les gays. Les militants militantes rejettent ces savoirs
Mais ils opèrent également un véritable renversement épistémologique en entreprenant de reconstituer eux-mêmes l'histoire des individus, des subcultures, des communautés, des luttes, des résistances, et ce, à partir de la perspective même des devenus. Produisent donc des contre-savoirs et ouvrant ainsi des pistes de recherche insoupçonnées sur les plans historiques, culturels et sociaux. Donc, c'est pas vraiment dans la tour d'ivoire de l'université que vont naître ce domaine, mais vraiment dans le monde militant. Puis le monde militant au Québec, là, c'est pas très documenté. À vrai dire, c'est très peu documenté. Il y a deux organismes gays qui le sont. Il y a un travail récent de Giga sur la presse gay qui pourrait être intéressant de relire avec cette perspective-là en tête. Mais vraiment, c'est très, très peu documenté. Fait que, comment le prendre? En fait, Doré, lui, suggère de faire un savoir militant, puis ensuite un savoir expert, puis ensuite un savoir expert militant, puis ensuite un savoir réflexif. Mais ça ne tient pas la route. À mon avis, ce qu'il faudrait faire, c'est d'identifier des lieux de passage, puis des personnes qui ont servi de passeur, aller avec une perspective de analyse de la circulation des savoirs et voir ces lieux-là de passage entre les espaces militants et les espaces universitaires. Alors, des lieux, on a par exemple des librairies androgynes, où on va retrouver quelqu'un comme Russell Gibbs, qui est militant dans le collectif, qui va cofonder les archives du Québec. Et dans les premières boîtes d'archives, c'est les archives de la librairie androgyne qui ne veut pas jeter, qui ne sait pas où mettre, donc il les garde chez lui pendant plusieurs années, jusqu'à ce que les archives deviennent un local. Euh, on pense également à quelqu'un comme Thomas Ward, qu'on voit ici au tout début de sa carrière, quand il va aller à New York pour étudier en cinéma dans les années 70. Là, il va rencontrer des gens du Gay Academic Union, un lieu fertile justement de pionniers du côté des États-Unis. Il va rencontrer là différentes personnes, John Emilio, Jonathan Katz, Richard Dyer, qui ont tous été des pionniers dans l'histoire et l'étude des représentations de l'homosexualité. Roy devient professeur de cinéma à Concordia. Il va écrire des critiques de films dans les revues Berdache et Petit Berdache. On se voit, est-ce qu'on les voit? Je ne sais pas trop. En tout cas, bref, il va écrire dans les revues gays. Il va initier le festival de films sans popcorn, qui va être l'ancêtre de Imagination qui existe encore. Bref, il va faire une carrière universitaire, puis éventuellement, les premiers cours, là, il va enseigner cinéma. Il va enseigner cinéma gay, mais c'est marqué cinéma. On ne dit pas qu'on enseigne le cinéma gay parce qu'on risque justement de ne pas perdre sa job, de ne pas avoir sa permanence. Donc, les tout premiers cours, là, souvent, c'est là, on dit surtout en littérature, cinéma, art, on va étudier tel auteur, mais on ne dit pas qu'on va en faire telle lecture, donc c'est vraiment discipliné. Mais éventuellement, ça va être dans les premiers cours. Et là, c'est lors de sa prise de retraite, donc il est devenu un honorable professeur. Il faut tout que se passer bien. L'institutionnalisation, éventuellement. Tout le monde n'aura pas la même trajectoire. Quelqu'un comme Ross va devenir chargé d'enseignement, va gagner sa vie comme chargé d'enseignement, chargé de cours, va continuer à collaborer aux archives encore maintenant. Il passe des heures et des heures dans du catalogage aux archives bénévolement. Donc, on a différentes trajectoires, mais c'est quand même deux des trajectoires de passage entre les univers militants et les univers plus institutionnalisés. Bon, comme on n'a pas cette piste-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retrouvé des publications. Donc, on peut trouver des initiatives individuelles dans les années 70-80 qui sont des initiatives, j'ai retenu celle-là parce que ce sont soit des initiatives dans lesquelles on peut dire que là, on est en dehors du monde, on est à cheval, en fait, sur le monde militant, le monde universitaire. Euh, mais c'est des publications comme McGill Journal of Education, c'est une publication quand même académique. La Ferrière est décédée peu de temps après, dans les années 80 à VIH. On retrouve quelqu'un comme Guy Ménard, qui est professeur à l'UQAM, spécialiste anthropologue des religions, donc qui va publier. Donc, c'est quand même un professeur. Alain Bouchard et Luce Bertrand vont publier des ouvrages qui s'adressent à un public large, mais ils se revendiquent quand même d'une expertise comme psychologue. Ils ont une formation en psychologie. Carole Leroy, c'est qu'elle a fait son mémoire de maîtrise qui sera publié chez Albert Saint-Martin. Donc, c'est des travaux qui sont à cheval entre l'univers militant et l'univers universitaire. Du côté des lesbiennes, outre le travail de Carole Leroy,
On va retrouver quelques mémoires et thèses qui proposent des analyses critiques des discours pathologisants ou qui s'intéressent à la littérature lesbienne, notamment Nicole Brossard. Par contre, on trouve que ces travaux en côtoient d'autres, mais on continue d'aborder le lesbianisme avec un regard objectivement et condescendant, ou encore de l'ignorer, par exemple. Parce que je cherchais tout ce qui était fait sur les lesbiennes à l'époque, dans un autre article publié. Et puis là, je dis, ah, ils doivent m'en parler du lesbianisme. Alors, on peut faire à cette époque-là une maîtrise sur Nicole Brossard sans parler du lesbianisme. On peut faire une maîtrise sur le courant radical du féminisme au Québec sans parler de la question lesbienne. Donc, le lesbianisme est encore occupé. Si on cherche des initiatives collectives, étonnamment, les deux premières sont plutôt périphériques. Colloque homosexualité justice à la faculté de droit à l'Université Laval qui a donné lieu à la publication d'un dossier. Aucune idée d'où ça vient. Ce qu'on sait, c'est que la criminalisation de l'homosexualité suscitait des débats sociaux, mais surtout parce qu'on criminalisait des actes qui étaient faux, des crimes sans victime qu'on appelle, et ça suscitait beaucoup de débats à l'époque. Donc, est-ce que c'est dans cette mouvance-là qu'on a eu l'idée de faire un colloque en droit? Parce qu'en général, ce n'est pas les facultés ou départements de droit qui sont très innovateurs dans ce domaine-là. Mais en dehors de la publication du dossier et d'un article l'année suivante, ça n'a pas eu d'autre impact. Un autre colloque, homosexualité et tolérance sociale, donc en français, en Acadie, à l'Université Moncton, assez étonnamment, auquel on a cité certaines présentations de Québécoises et de Québécois. Et un colloque assez intéressant, mais qui n'a pas eu de suite. Notamment parce qu'un des organisateurs est devenu prof à l'UQAM, mais il n'y a pas eu de suite donnée à l'UQAM. Et le groupe, le CRIGE, là, le groupe de recherche sur la gestion sociale de la sexualité, non, sur la gestion sociale, le groupe s'est dissous peu de temps après. Ils voulaient publier une série de témoignages. Ils en ont publié un seul qui est excellent. Moi, cette colloque-là, c'est pendant que je faisais ma thèse, puis je lisais ça pour un sourcil à chaque fois, puis ça me motivait. Il faut que je continue ma thèse, parce que c'est vraiment le vécu de femme qui vit dans l'armoire, là, je veux dire, qui vit une vie secrète. Puis à un moment donné, sa conjointe décède, ils ont un enfant qu'elle a élevé, elle ne peut même pas dire, elle n'a aucun droit sur ça, elle ne peut même pas dire que c'est son enfant. C'est assez. Mais c'est ça, bref, c'est innovateur, mais pas vraiment de suite. Ici, on arrive à des jalons importants sur le plan des conférences. Le premier, c'est la conférence internationale sur le sida. 10 000, imaginez, 10 000 participants à peu près au Palais des Congrès à Montréal. C'est la 5e conférence internationale sur le VIH-Sida. C'est un événement majeur par son ampleur. Aussi par l'importante couverture journalistique qui va donner un retentissement international à ce qui se passe à cette conférence-là. Qu'est-ce qui se passe à cette conférence-là? Ce sont les militants qui prennent le plancher. Dès l'ouverture du colloque, prennent le plancher pour dénoncer ces Mulroney, ils interrompent Mulroney, ils interrompent la ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse Lavoie, et ils dénoncent l'inertie des gouvernements. Et c'est que ça va revenir tout au long de la conférence. Les militants sont présents aussi comme intervenants. On avait invité Daniel Defebvre, qui est le survivant, c'était le conjoint de Michel Foucault. Michel Foucault est décédé. C'était son conjoint qui a fondé l'association AIDE, qui aide les malades. Donc, son conjoint, lui, est invité à intervenir. Mais essentiellement, c'est la participation des manifestants. Il y a des pancartes, si on voit en anglais et en français, le monde est tanné, the world is sick. C'est ACT UP New York qui livre la résistance ouverte. Et évidemment, une des répercussions, ça va être l'idée de faire un ACT UP à Montréal. Qui va se faire dans les années suivantes. Il y a eu un ACT UP en France. Je ne sais pas s'il y a une filiation le plus direct entre cette conférence-là et la création d'ACT UP à Montréal. ACT UP, c'est un des groupes. Ce n'est pas le seul qui intervient dans cette conférence-là, mais c'est celui qui va être devenir le plus connu et qui fait de l'activisme et de l'artivisme, c'est-à-dire l'activisme à travers l'art. Bon, on conteste la facilité des décideurs publics, mais aussi les longs délais des essais cliniques pour les nouveaux médicaments. Alors que les militants contestent ces longs délais alors que leurs compagnons sont en train de mourir, l'absence de politique publique de prévention, la stigmatisation dans les soins aux malades, et ainsi de suite. La pandémie du sida, c'est absolument crucial dans le développement des études de LGBT.
puisque cette pandémie a rendu nécessaire, légitime et possible, notamment en les finançant, les études sur les comportements homosexuels, qu'on appelait les ARSA, sur leur signification, sur les représentations de l'homosexualité. Cette crise pandémique fait apparaître qu'on connaît peu de choses sur l'homosexualité, tant du point de vue des sexualités, des comportements sexuels, que des styles de vie, et qu'on a besoin d'en savoir plus qu'il s'agisse d'adapter l'activisme ou de développer des politiques. La conférence de 89 est considérée comme ayant eu un impact sur le développement de la recherche, mais aussi, surtout, sur la manière de faire la recherche, c'est-à-dire, on ne veut pas qu'il y ait de recherche qui se fasse sans... Gabriel Girard, lui, utilisait l'expression pour cette conférence-là, c'est la révolte des malades. Les malades veulent être consultés, donner leur avis, participer aux études, développer une expertise, leur propre expertise, développer une expertise communautaire. Alors, c'est sans qu'on puisse établir de filiation exactement, il reste qu'on peut identifier des suites à cette conférence, enfin des événements. Le VIH-Sida, du côté francophone, le VIH-Sida et sa prévention vont faire partie des thématiques prédominantes en sexologie à partir de la décennie 90. Le meilleur exemple, je crois, c'est le recherche de la cohorte Omega, 96-2003, menée par Joanne Otis, qui est toute heureuse parce qu'elle vient d'obtenir une subvention. Elle va mener ses recherches en collaboration avec des partenaires médicaux et communautaires, notamment Zéro Zéro. Zéro qui va devenir réseau. Et le centre communautaire des gays et lesbiennes vont se greffer progressivement d'autres dimensions, comme le coming out, les vécus de la séropositivité, puis on va sortir de la sphère du VIH, la reconnaissance des couples, la reconnaissance des familles, les autres minorités sexuelles et de genre. Du côté anglophone, bon, c'est à nouveau Tomois qui participe au programme culturel de la conférence de 89, qui va s'impliquer dans une politique anti-discrimination VIH à Concordia, et éventuellement, on va développer une série de conférences sur le VIH-Sida en 93-94, puis avec Francis Shaver, un cours annuel qui se base essentiellement sur un ensemble de conférences interdisciplinaires et qui fait place aux dimensions médicales ou aux dimensions socioculturelles et militantes du VIH, et qui inclut un stage dans les services reliés à la pandémie ou dans les activités culturelles. Le cours existe toujours dans la connaissance. En tout cas, et son succès ne se dément pas. Il y a une version en ligne qui va se développer. C'est Ross qui va développer une version en ligne en 2001. Bon, c'est pas un fil que je vais développer, mais c'est incontournable dans la légitimation. Bon, deuxième jalon, vraiment, le colloque bilingue, la ville en rose, lesbiennes et gays Montréal, histoire, culture et société. Organisé conjointement par Concordia et l'UQAM en novembre 92, à l'occasion du 25e anniversaire de l'inclusion de l'orientation sexuelle dans la Charte québécoise des droits et libertés. D'envergure internationale, il réunit pour 4 jours plus de 200 conférenciers, dont une quarantaine du Canada anglais et une trentaine de l'étranger. Le colloque est une réussite institutionnelle par la qualité des conférences, la couverture médiatique et le succès de participation avec plus de 600 inscriptions. 600, et il y en a qui disaient 700, dont plusieurs de l'extérieur du milieu universitaire. La petite histoire, comme vous n'avez pas accepté l'invitation de faire l'ouverture du colloque, qui oppose le recteur de l'UQAM à ce moment-là. Il n'avait pas accepté de faire l'ouverture, mais quand il lui demande qu'il y avait, il lui donnait son petit mot. Le colloque porte sur une pluralité thématique, qu'on peut à droite. Il instaure des collaborations par-delà les diffusions de langue, anglais-français, de genre, des lesbiennes, d'appartenance universitaire et communautaire, et de statut de génération au sein des universités, c'est-à-dire que les profs, les étudiants, les quotidiens d'enseignement. Vous avez admiré mon fiche de la ville en rose qui reprend l'affiche, alors qui illustre le bilinguisme d'une part, et la reprise des réappropriations des termes ou des étiquettes dénigrantes, femmes, bisexuelles, homo, queer, contre nature, n'est-ce pas, sodomite, fifi, etc., qui défilent. Donc, c'était je suis contente d'avoir gagné. C'est un colloque international qui s'inscrivait dans une lignée de colloques internationaux. Et ça, je vais en parler, même si ce n'est pas Québec.
En fait, parce que là aussi, c'est des passages, hein? Canada anglais, monde anglo-saxon essentiellement, mais du Canada anglais vers le Québec francophone. J'ai mis ici une chronologie des colloques, qui vont être des colloques en anglais, qui vont avoir lieu à Toronto, Amsterdam, Toronto, Amsterdam, ensuite aux États-Unis, Yale, Harvard, Rutgers et Iowa. D'après Ross, le dernier grand de ces colloques, c'est Iowa en 1994. Alors, le Québec, la ville en rose, ça n'avait pas l'ampleur des autres, c'était blanc, c'était vraiment un caractère québécois, mais c'était quand même quand même des caractéristiques communes. Et au Québec, le suivant, ça va être 98, Saxon Liège, qui est à Concordia pour inaugurer un mineur en études des sexualités. Alors, ces colloques-là sont importants du côté anglophone parce que, en fait, c'est des colloques qui touchent à plusieurs domaines. Donc, on trouve là les études littéraires, histoire et ethnographie des sous-cultures LGBT. On trouve des débats épistémologiques entre les visions, surtout en années 80, avec les visions essentialistes, constructivistes. Boswell, par exemple, qui incarne la vision essentialiste. Celle où moi j'étais à une seule en 87, je pense que ça tendait à la guerre, finalement, ça n'a pas eu lieu. C'était les constructivistes qui avaient gagné de toute façon, déjà, Boswell est décédé plus de temps après. Mais c'était quand même des débats assez intenses sur le plan politique et épistémologique. Ce sont aussi des espaces de prise de contact dans un univers qui est encore très mouvant, où il y a peu de savoirs qui sont mis en forme ou codifiés dans les publications, les livres, tout ça. Même les actes du colloque, quand moi je les actes, c'est comme impression manuelle. Il y a eu quelques textes qui ont été repris ensuite et publiés, ce que vous voyez à droite. Mais en général, on a peu de savoirs qui sont publiés, diffusés. C'est des espaces de stimulation intellectuelle et c'est des espaces où se tissent des liens d'affinité, de solidarité entre des militants chercheurs et des chercheurs militants dans le monde anglo-saxon. Et pour tout vous dire, les amitiés restent encore là. C'est-à-dire 20 ans, 30, les gens se revoient, même à un âge avancé, ils sont encore en contact à cause de ces colloques. Autrement dit, ce sont encore des lieux de passage entre les univers militants et universitaires, alors que les colloques ultérieurs vont devenir plus spécialisés en termes de thématiques ou de disciplines académiques, plus conformes aux règles régissant les rencontres universitaires et moins fréquentées par des non-universitaires. À l'échelle du Québec, la ville en rose représente un tournant à plusieurs égards. Ça, c'est la chronologie des colloques au Québec. Donc, les deux précédents, là, on en parle. Euh, La ville en rose, ça va être important parce que son vif succès va contribuer à convaincre les milieux institutionnels de la pertinence de s'ouvrir à ce champ d'études. À Concordia, donc, on avait parlé des conférences et des cours, qui vont être quelques années après. À l'UQAM, il va se créer le groupe interdisciplinaire de recherche et d'études homosexualité et société, ou GRECH, qui va fonctionner entre 1985 et 2000 et qui va organiser des conférences midi et des colloques thématiques. Bon, vous voyez les noms, les thèmes là. En 1995, le GRES va créer un cours facultaire, homosexualité et société, le premier du genre dans la francophonie internationale, incluant la France, la Belgique et la Suisse, et qui va connaître un grand succès depuis ce temps. Le colloque La Ville en rose a aussi eu un effet catalyseur. C'est de là qu'est né le projet d'écrire un livre sur l'histoire de Montréal, sortir de l'ombre, sous la direction d'un prof de l'UQAM, Frank Luigi, et d'une militante lesbienne, Irène Demchouk. Je vais en parler tout à l'heure de cet ouvrage-là. Il y a aussi beaucoup d'étudiants. Il y a eu comme une petite vague de travaux de maîtrise, parce que les étudiants vont être très motivés, vont sortir de là. Puis il y a un étudiant qui était d'origine américaine, qui retourne aux États-Unis, mais qui va faire un mémoire intéressant sur la coop femme du côté lesbienne. C'est vraiment une période, là, on voit que ça je ne veux pas nommer de nom, là, mais ça a vraiment renforcé la motivation et la confiance des étudiants pour faire des mémoires. En revanche, l'impact sur le plan du réseautage, merci. Ça ne marchera pas. Il n'y aura pas de collaboration intérieure entre Concordia et l'UQAM. On est devant deux mondes et il va y avoir une décision personnelle entre les deux respectifs des deux institutions. De leur côté, les lesbiennes sont sceptiques quant au potentiel d'alliance avec les gays plutôt qu'avec les foyers d'études féministes.
Il avait fallu négocier âprement jusqu'au dernier moment pour maintenir le poids relatif gay-lesbienne, c'est-à-dire ce qu'on appelle la zone d'équilibre 40-60. Donc, jusqu'au dernier moment, ça veut dire les hommes ont rajouté une communication, puis là, les femmes, y compris moi, on a dit, ben là, si vous en rajoutez, si vous en prenez du côté des lesbiennes, parce qu'on sort du 40-60. OK? Euh, et là, je vais en profiter, je vais faire un petit détour pour parler de cette tension-là qu'il y avait entre gays et lesbiennes. Avec l'exemple de la Lesbian Studies Coalition à Concordia, qui logeait à l'Institut Simone de Beauvoir. Et ici, on voit Caroline Gammon, une leader extrêmement dynamique, qui rêve d'un programme en études lesbiennes, qui va organiser des conférences, qui va organiser des danses, qui met en place un centre de documentation, qui initie une enquête canadienne sur l'état de l'étude lesbienne au Canada. Quand je vous dis des quelques années qu'elle était là, c'était vraiment un grand dynamisme. Et elle, ce qu'elle veut, c'est développer des courants d'études lesbiennes. Il y a déjà eu un cours, puis là, c'est un peu obscur les tout premiers cours à cause de ce que je vous ai dit tantôt, mais il va se développer quand même des cours avec une diversité, il faut le reconnaître, le Black Lesbian, Lesbian Jews, Lesbian in Society, Lesbian Issues and Reality, là, ça va devenir un cours qui va se répéter avec Sharon Stone. Bon, en fait, la position de Caroline et de la coalition, c'est que les cours gays se développent, les cours en études lesbiennes se développent, mais la coalition refuse la mixité d'enseignement avec les gays, avec la conviction que cette mixité se déploiera au détriment des lesbiennes qui seront minorisées, voire invisibilisées dans les cours. Il y a des lesbiennes qui vont plutôt miser sur des associations avec les foyers d'études féministes. Et en fait, là, c'est surtout à l'échelle canadienne. Donc, bilingue officiellement, souvent avec des Québécois minorisés par la langue. Mais par exemple, l'Association canadienne des études sur les femmes vont faire des colloques. Là, soit il y a un caucus, ou soit on s'efforce d'avoir une séance sur les questions lesbiennes. Et même chose, l'Institut canadien de recherche sur les femmes, qui publie une revue pas mensuelle, là, très, très espacée. Et il va y avoir un numéro sur l'état des études lesbiennes en 99, je crois. Donc, c'est vraiment un dilemme pour les anglophones, pas une dilemme. Pour les anglophones, c'est une des voies possibles de s'associer au champ d'études féministes. Pour le côté francophone, on ne trace pas de thématique lesbienne, c'est rarement inclus dans les colloques ou les publications. Et moi, j'avais essayé de trouver justement dans Voix féministe, là, il y a un article, mais j'essayais de trouver tout ce qui avait été fait sur les lesbiennes. Et puis, ce qu'on constate, c'est que les lesbiennes sont minoritaires en nombre, minorisées en termes de statut dans la hiérarchie universitaire. Et les francophones le sont encore plus parce qu'elles sont marginalisées par le contexte culturel et linguistique dans lequel se déploient les études LGBT, c'est-à-dire le monde anglo-saxon. Donc, ce serait un autre fil à suivre, là, les études lesbiennes, les études féministes, mais du côté francophone, ça ne va pas vraiment. C'est trop différent, trop différent. En anglais, c'est gender sexuality, en français, c'est autre chose. Alors, je reviens plus au jalon historique. Alors, ce qu'on va observer dans les années 90, c'est le développement d'un lectorat, ou on pourrait dire de marché. En fait, il y a une économie dans tout ça. Donc, il faut qu'il y ait des éditeurs qui publient ou des revues scientifiques qui publient. Il faut qu'il y ait des lecteurs, un lectorat. Donc, on va voir se développer ce lectorat. Grand succès, La peur de l'autre en soi. C'est bémol, mais ça a été quand même très populaire. On va voir des cahiers à Québec. Il y a Anne Robinson qui a eu des initiatives. Mais ça a tombé à l'eau parce qu'Anne avait des problèmes de vision, elle a dû prendre sa retraite. Donc, il y a des choses qui ont été publiées. Elle a réussi, après des années, à convaincre ses collègues de faire un cours à la maîtrise. Ça va durer 2 ans, ça va tomber. Parce que dès qu'elle n'est pas là, c'est vraiment des chocs. Là. Dès qu'elle est partie, on efface ça. Quelques numéros de revues canadiennes bilingues avec un seul article en français. C'est le modèle typique de l'époque. Moi, je vais publier ma version abrégée de ma thèse en 96, puis je vais publier un numéro de sociologie, société. Je vous avoue, je les relis et en toute modestie, le premier article, l'introduction sur le développement des études LGBT, c'est encore bon. OK, c'est encore bon pour cette période-là, c'est 1980. Il va y avoir un colloque plutôt du côté de la mouvance études religieuses avec La Pointe et Bisaillon. Colloque en 96, publication chez Fides. Vous connaissez sans doute pas Fides, c'est une maison d'édition de tradition catholique. Donc, on voit que ça développe dans plusieurs maisons d'édition, féministes et autres. Et
le jalon, si on veut, 98, le moment historique, là, plus fort. Mon livre est réimprimé, ce qui témoigne d'un succès d'estime à tout le moins, même si la réimpression ne sera pas toute épuisée. On voit la publication dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, Sortir de l'ombre, l'histoire des communautés lesbiennes et gays Montréal, qui demeure le classique, parce que c'est très bon, et aussi parce que c'est le seul ouvrage, malheureusement. Demchok publie des droits à reconnaître sur les lesbiennes et Ross Eggers publie De la clandestinité à l'affirmation pour une histoire de la communauté gay. Donc, des ouvrages historiques. Et en plus, à 98, je ne me souviens plus d'où ça vient. Il faudrait que je demande à des gens, mais on a de l'argent pour aller à Paris, à la Maison du Canada à Paris, Fierté, Journée des cultures gays, lesbiennes, francophones du Canada. Côté des lesbiennes, avec des complicités hors institution, on organise une tournée à travers la France de certains ouvrages. Alors, bref, en plus, ces ouvrages-là font l'objet de comptes rendus dans la presse académique et souvent dans un article dans la presse, donc grand public. Donc, on voit vraiment que se développe le lectorat. Et ensuite, l'autre volet, c'est les cours qui vont se développer. Les cours, ça dépend vraiment de qui est là, comme Michel Doré prend un poste à Québec, va développer un cours, lui, il est permanent, puis c'est jeune, ça va rester. Du côté anglophone et du côté francophone, le développement est très différent. Du côté francophone, on va développer des cours en histoire, en sexologie, en sociologie, où on va intégrer ce matériel dans les cours. Du côté anglophone, on va développer des mineurs, ensuite des majeurs, puis comme à Concordia, un programme de baccalauréat qui cumule de majeurs mineurs. Et du côté de McGill, c'est d'abord une mineure en études. Les premiers cours, c'est lié à la présence de profs qui initient ces cours-là. Et ensuite, un programme en mineur, puis ensuite une concentration où des questions de genre, sexualité, féminisme, justice sociale se mêlent. C'est vraiment deux histoires, hein? Mais il reste que le développement de ces cours et de ces enseignements, ces programmes d'enseignement témoignent d'une institutionnalisation. Là, vraiment la phase d'institutionnalisation. Ici, je vous ai mis une petite diapo parce que le rythme est tellement différent. Moi, j'ai à la maison, le premier à gauche, à Beloff, et les autres, c'est un reader en études gays lesbiennes, 1993. On a des readers, on enseigne, on peut avoir un reader. C'est épais comme ça, là. Le deuxième, queer, on ajoute bisexuel et trans. Du côté francophone, il y a des travaux qui sont faits en histoire, en sociologie principalement. Mais le premier qui est vraiment étude gay lesbienne, 97, il y a un colloque au Centre Georges Pompidou, on publie les actes, c'est gros comme ça. Puis on traduit, je pense, un petit texte de Sedgwick. Alors, les problèmes que ça pose, c'est le décalage énorme, parce que les textes sont en anglais. Ça va être traduit, le marché québécois n'est pas assez gros pour supporter les traductions. Donc, c'est quand la France s'y intéresse que là, on a un marché pour développer des traductions. Puis généralement, avec un décalage de 10, voire 15 ou 20 ans. Alors là, c'est une belle boucle qui a été redécouverte, tu sais, puis c'est comme ça arrive 20 ans plus tard. Donc, c'est vraiment décalé, là, considérablement. Je reviens à mon année 98, qui est charnière, ou en tout cas un jalon, disons, un point charnière en termes d'un seul développement, mais en 98, il y a le champ, là, la diapo est un peu trompeuse, ça va un peu vite. En fait, ce qui va arriver cette année-là, c'est la rencontre entre Mona Mulvan de l'Association des mères lesbiennes, aujourd'hui la Coalition de familles LGBT, qui va rencontrer Daniel Julien, professeur de psychologie à l'UQAM, qui s'intéresse aux couples, dont les couples de même sexe, qui a beaucoup de misère à faire financer ses recherches. Les étudiants sont réticents aussi à travailler sur ces questions-là. C'est encore même plus pour les étudiants. Mais il reste que les deux vont se rencontrer, vont commencer à collaborer pour une modalité de recherche partenariale sur des enjeux d'actualité, sur des enjeux sociaux qui sont la reconnaissance des conjoints de même sexe, la parentalité. Dans un premier temps, Daniel Julien fait face à beaucoup de difficultés, y compris l'hostilité de certains collègues. Pas de subvention, et ça va prendre un certain temps, mais elle va réussir à créer un sous-champ des familles, sur les familles LGBTQ, conjugalité ou parentalité, les enfants, les jeunes, puis elle va élargir ça à la santé. Éventuellement, ça va débloquer, et là, Daniel Julien va s'atteler à rassembler des chercheurs de l'UQAM, McGill, Concordia, autour de la thématique de la diversité de genre et sexuelle. Elle va obtenir des fonds québécois et canadiens pour ce qui va être une première étude de recherche sexualité, vulnérabilité et résilience.
qui englobe des disciplines comme la psychologie, la sexologie et le travail social. Cette équipe va soutenir la réalisation et la diffusion de divers projets d'études empiriques et de publications sur les impacts de l'homophobie dans une diversité de groupes et de milieux. Et quand même, quand on retourne aux publications, on se aperçoit qu'il y a les jeunes, les régions, c'est une première à s'intéresser, à sortir de Montréal, les milieux scolaires, les milieux de travail, les usages d'Internet. Alors, du côté francophone, la présence de cette équipe va contribuer beaucoup à l'institutionnalisation du champ de recherche à l'interne et à sa reconnaissance par les partenaires communautaires, par les partenaires gouvernementaux éventuellement, par d'autres organismes comme la Commission des droits de la personne et des droits de l'homme, qui sont interpellés sur la question des droits et de l'application des droits. Ça va tracer la voie à des alliances qui vont mener éventuellement à la création de la charte de recherche, qui est une des mesures phares du premier plan de lutte contre l'homophobie. Bon, le va changer, le politique, ça va devenir homophobie, transphobie, la charte va changer de nom pour devenir diversité sexuelle et pluralité des genres. Mais disons que c'est dans ce contexte-là, et il faut regarder en détail le premier bandeau de la charte. On avait mis les gays, les lesbiennes, les familles, les trans et la diversité ethnoculturelle avec CADA, qui était un groupe super fort. Donc, c'est la décennie 2010 du côté francophone va vraiment être celle de l'institutionnalisation des études LGBTQ. Là, ici, l'angle vers lequel je vais vous en parler, c'est les mémoires et thèses. C'est sûr que plus c'est institutionnalisé, plus il va y avoir beaucoup de mémoires et thèses. Alors, la on avait fait un travail avec une mise à jour, puis la dernière version, c'est 2019. Et ce qu'on peut voir, je vais y aller quand même assez rapidement, c'est on voit qu'il y a une montée, il y a des fluctuations d'une année à l'autre, mais de plus en plus, il y a des mémoires et thèses qui sont produits. Et là, c'est 2019, donc il faudrait le mettre si on voulait, on pourrait continuer, puis je suis certaine que la croissance va continuer. Ce sont surtout des mémoires, c'est-à-dire qu'il y a encore relativement peu de doctorats, sauf en psychologie, parce que ça prend un doctorat pour pratiquer. Donc là, c'est plus un doctorat ou rien. Mais donc, on voit que c'est en croissance. Où ça se fait? Vous avez remarqué, j'ai parlé du Camp Concordia, parce que ça se faisait avec Camp Concordia jusqu'à tout récemment. Ensuite, je pense que en 2017, c'est encore le Camp Concordia, qui sont des relativement petites universités dans le cadre montréalais. C'est les deux plus petites universités, mais des universités plus jeunes, plus dynamiques, plus ouvertes à l'innovation. Donc, c'est là que ça se passe. À l'UQAM, il y a le département de sexologie. Donc, c'est là que ça se passe. Là, l'Université de Montréal s'est glissée au deuxième rang. Il y a McGill aussi. Ensuite, les universités Laval et Sherbrooke, ça, c'est plus récent. C'est 2015 à peu près. Il y a un groupe de représentation littéraire cinématographique à Sherbrooke. Donc, à l'Université Laval, c'est récent. Et dans les autres universités régionales, on voit que c'est très petit. Ce sont des petites universités, il faut le dire, mais c'est quand même, c'est difficile. C'est pas évident de faire son doctorat dans une de ces universités. Là, au niveau des disciplines, ben, communication et la discipline, en fait, les premières, sauf sociologie, les psychologies, mais on trouve quand même des secteurs assez déjà multidisciplinaires, communication, sexologie, travail social. Alors, première famille, c'est vraiment communication, sociologie, psychologie, sexologie, travail social. Ensuite, on a un bloc études culturelles, dans le fond, études anglaises, arts appliqués, cinéma, histoire de l'art, lettres. Sciences politiques, pas tellement. Je ne sais pas trop d'où viennent les. Enfin, et ce qui est très faible, à mon avis, éducation. Il n'y en a pas tellement, donc il y a des enjeux quand même importants en éducation. Droit, il n'y en a pas tellement. Géographie, je pense qu'il n'y a pas non plus être responsable de quelqu'un doctorat à l'intérieur de ça. Très peu en histoire. Hein? Très, très peu. C'est dommage. Médecine, ben, c'est probablement des traditions. Les uns qui là, c'est que c'est pas purement médical, là, c'est qu'il y a une dimension sociale, culturelle qui est là. Et théologie, études religieuses. Oui. Ah, ben, c'est ma conclusion. Oui, qui aime les conclusions. Alors, vous voyez, c'est un petit peu éclectique ce que j'ai suivi comme démarche parce que je suis partie à partir du matériel qui existait déjà. Et j'ai fait de nouvelles collectes. Là, parce que ouais, euh,
En fait, j'ai suivi la voie, non pas épistémologique, mais la voie plus, c'est quoi les activités de production de savoir ou de diffusion de savoir. Et j'ai parlé de nouveaux savoirs comme étant des savoirs qui, d'une part, contestaient les discours scientifiques pathologisants et d'autre part, proposaient des connaissances élaborées à partir des perspectives des personnes minorisées. J'ai suivi la diffusion de ces nouveaux savoirs dans l'enseignement ou à travers des formats scientifiques de publication, revues, colloques et autres. On assiste au fil des décennies à une institutionnalisation croissante de ce champ d'études selon des formes et des rythmes qui ne sont pas uniformes. Il serait possible, et quand même assez fastidieux, l'absence de sources, de systématiser la démarche que je viens de faire, la compléter, la rendre plus exhaustive, francophone. Mais ce serait faisable. Il serait autrement plus ardu de tenter un portrait des études LGBTQ à partir d'une définition de ce qu'elles sont. Il ne s'agit pas d'un domaine, il s'agit bien délimité, il ne s'agit pas d'un objet non plus bien délimité, c'est pas parce qu'on s'intéresse à l'homosexualité qu'on est dans une perspective d'études gay ou lesbiennes. C'est un champ interdisciplinaire, complexe et mouvant, qui fait appel à une panoplie d'approches, de théories et de méthodes. Il y a un champ dans lequel se côtoient et se concurrencent des paradigmes tantôt conciliables, tantôt profondément divergents, pour penser la diversité sexuelle et la pluralité des genres, pour conceptualiser la sexualité et conceptualiser le genre. Le genre, je pense ici, non pas les identités de genre, mais le genre comme système de pression. Je vais soulever deux enjeux, c'est plus clair, l'autre, c'est pas évident. Le premier, c'est les études LGBT en faisant ça, je me suis rendu compte que c'était plus nouveau du tout. Ça fait une cinquantaine d'années, là, on est quand même dans un domaine pas très clairement délimité et qui a de l'âge. Il y a une certaine ossification, codification du vocabulaire. Et le vocabulaire qui s'est déployé, le vocabulaire conceptuel qui s'est déployé, c'est sûr non plus la pathologisation, mais plutôt l'oppression, ce qu'on appelle plus couramment l'oppression des personnes LGBTQ, ses formes, ses conséquences sur les individus, et parfois, mais pas aussi souvent qu'au début, ses origines, les origines sociales et historiques de l'oppression. Ce vocabulaire est maintenant codifié et employé parfois sans trop de réflexion quant à ses origines, sa polysémie, ses resignifications à travers les appropriations et appropriations aux différents usages qui en sont faits. Et je vous donne un exemple, sans blâmer personne dont les personnes. J'ai lu récemment dans un travail sur la violence conjugale entre femmes, et cis et trans, que, je cite, la violence conjugale a d'abord été conceptualisée de façon hétéro-cis-normative. Là, petite clochette, je me suis dit, est-ce qu'on est en train, à mon avis, c'est une formulation très maladie, est-ce qu'on est en train d'effacer les luttes des féministes, souvent lesbiennes, qui ont dénoncé la violence conjugale dans les années 70 et qui, à ce moment-là, c'était des luttes qui contestaient l'obligation faite aux femmes de se soumettre à un cadre de vie hétérosexuelle, malgré la violence qui leur était faite par leur conjoint. Alors, pour moi, c'est une contestation de l'hétéronormativité. Ce n'est pas de l'hétéronormativité, c'est une lutte contre l'hétéronormativité. Donc, je fais mon commentaire, j'espère que le terme a été effacé. C'est mineur dans le mémoire. Autre exemple, un concept, on cite le lexique d'un organisme associatif plutôt qu'une source scientifique sur, je ne sais pas, un peu plus sérieuse, rigoureuse, sur le concept, d'où il vient, dans quel cas théorique épistémologique il se situe. C'est paresseux d'une part, mais c'est aussi les organismes qui reprennent et s'approprient les savoirs, les lisent. Si vous disiez les définitions, généralement, il n'y a pas trop de questions d'antagonisme, de rapport de pouvoir, d'inégalité. Il y a un norme à quelque part qui plane sur les individus, qui produisent des définitions très lissées, si on veut, sur le plan théorique. Alors, si j'ai un conseil à donner, c'est pour ceux et celles qui lisent des études supérieures, approfondissez votre connaissance des concepts, de leurs histoires, de leurs limites, des critiques qui leur étaient adressées. Même si les formats d'écriture ne permettent pas souvent d'élaborer là-dessus, parce que les articles, c'est pas bon tout ça, ces connaissances vous éviteront de commettre des bévues et des anachronismes. Deuxième enjeu sur lequel on pourrait réfléchir peut-être qu'on fait, en rapport avec le militantisme et les sciences. C'est une histoire qui est longue, on pourrait remonter plus longtemps et sortir même du cadre qu'on s'est donné. Les militants s'approprient des savoirs scientifiques, produisent des rapports scientifiques. On peut penser à Hirschfeld au 19e, médecin qui luttait pour la décriminalisation, qui a produit une théorie purlue du retour de nos jours, mais sur les invertis, qui était quand même influent, qui a été repris par les militants à l'époque. Donc,
Ce sont des rapports complexes. On a différents types de savoir. Puis moi, une chose qui m'énerve souvent, c'est que des fois, il y a souvent de l'instrumentalisation, de l'appropriation d'un type de savoir sur l'autre, qui, à mon avis, est problématique. Euh, et là, je pense qu'il vaut mieux travailler en distinguant les types de savoir et la manière dont ils sont produits que de les confondre et de s'imaginer que quand on produit tel type de savoir, on s'oppose à l'université ou en tout cas, bon, je vous avais dit que c'était un peu flou, mais ça, je vais essayer. Je trouve, par exemple, que des fois, parce qu'on les tient, on confond aussi l'appropriation des savoirs et les enjeux politiques. C'est-à-dire, on s'approprie un savoir et là, on parle au nom d'un nous. Parce qu'on a un savoir, on donne une légitimité à ce nous, mais c'est qui, là? À la limite, on pourrait questionner quand on dit faire de la recherche par nous, pour nous, mais c'est qui le nous dont on parle à chaque fois? Généralement, c'est des instituts ou un organisme. Euh, Puis, est-ce que ces gens-là, ça leur permet de parler au nom du groupe ou de la catégorie? Ça devrait pas. Ça devrait être un enjeu plus démocratique de parler au nom du groupe ou de la catégorie. Bon, c'est peut-être idéaliste, mais il reste quand même, je trouve qu'il faut être conscient de ça. À l'inverse, je trouve que des fois, le savoir qu'on a réussi à développer, surtout du côté francophone, c'est un savoir trop souvent lié à des enjeux d'actualité ou à des choses applicables immédiatement. Tu sais, s'il y a un problème social, on va développer un savoir lié à ça. Ça va configurer la façon dont on produit des savoirs. Puis, à mon avis, c'est pour ça qu'il n'y a pas assez d'histoire, par exemple, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Hein? On a mieux même oublier l'histoire des luttes que le sang, parce que sans l'histoire, ça va être vraiment des âmes dévouées, ou les archives qui continuent, les archives lesbiennes qui continuent de documenter les filles de distance, et pas le monde universitaire. Euh, Bref, je pense qu'il faut continuer la discussion au rapport d'authentisme et sciences, et départager, et articuler plutôt que de confondre les nous. Pourtant, moi, j'ai porté le chapeau souvent de temps de chercher un temps, mais il faut travailler à ne pas trop confondre ces chapeaux-là, je pense. Voilà.